Frédéric Gilly, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir débattre avec Valérie Pécresse. Alors, vous êtes économiste et géographe. Vous dirigez le site Métropolitique que de nombreuses personnes dans cette salle doivent connaître, site de géographie et d'économie assez connu sur Internet. Et vous souhaitez interroger Valérie Pécresse sur certaines des politiques urbaines qui sont menées dans le cadre du Grand Paris et sur sa gouvernance. Alors, pour commencer, je vous laisse la parole et je crois que vous avez une vidéo à nous présenter. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va arriver à la voir là. Mais... Oui. La vidéo. Alors, oui, parce que en introduction à cette vidéo, moi je suis chercheur et en parallèle, depuis maintenant 10 ans, parce que dans mon travail de recherche, je me trouvais à travailler sur les territoires, sur le développement de la région parisienne et à ne jamais voir un habitant de la région parisienne, à voir plein de projets de développement des entreprises qui étaient systématiquement bloqués par la société de défiance dans laquelle on vit, avoir plein de maires, y compris charismatiques, ne pas arriver à porter de projets de développement parce qu'ils se heurtaient à tous les systèmes de résistance localement organisés. Et je me suis dit, soit tout le monde est bête et ne veut pas bouger, soit c'est qu'il y a quelque chose qui est grippé dans le système. Et donc depuis 10 ans, avec un collectif, l'entreprise que je dirige, avec un associé, l'agence Grand Public, on accompagne des territoires, on accompagne des villes, nord, sud, est, ouest, en Île-de-France, mais partout dans le pays, sur la compréhension et la construction avec les habitants de leurs projets de développement. Alors, ça a donné énormément d'interviews, mais avant de ça, j'aurais tendance à dire, vous allez me dire que avoir de la chance, c'est du talent. Mais vous avez énormément de chance. Parce que moi, je me souviens, en 2009, j'avais écrit un livre sur la région parisienne qui pointait le fait qu'on avait un problème d'emploi, on était moins dynamique que les autres territoires, un problème de croissance, on était moins dynamique, un problème de logement, on en construisait beaucoup moins, un problème de transport, on était en panne depuis 25 ans, un problème de concurrence internationale, on venait de perdre les JO contre Londres, un problème de blocage institutionnel, tout le monde avait identifié qu'il fallait que ça change et tout était bloqué. Et aujourd'hui, on fait 90 000 logements par an alors qu'on imaginait qu'on n'arriverait jamais à en faire 60 000. On est la métropole au sens large, métropole, région, métropole, qui a fait la plus forte croissance de productivité dans les 10 dernières années. On a engagé le Grand Paris Express, on a engagé des plans de transformation on a gagné les JO. Il y a eu le Brexit, je ne sais pas pourquoi on y est, mais de fait, ça profite quand même à la région parisienne. De fait, tous les systèmes qui bloquaient le développement de cette région au sens large ont sauté dans les 10 dernières années. Donc en gros, aujourd'hui, on est une région qui a, je dirais, toutes les cartes en main pour construire son avenir. Le problème, c'est que, vous en avez parlé tout à l'heure avec les Gilets jaunes, on en a parlé à l'instant avec les problèmes dans les banlieues. On est aussi la région la plus inégalitaire de France. On est une région dans laquelle les dysfonctionnements de notre système de logement et de notre système de transport sont majeurs. Et à la différence de Londres, New York ou Tokyo, des autres villes globales, qui peuvent potentiellement se permettre de telles inégalités, parce qu'elles sont sur des sociétés de services, parce qu'elles sont sur de l'économie financière. Paris est une capitale industrielle. Une capitale industrielle, c'est une capitale qui a besoin de ses classes moyennes. Parce que c'est les ingénieurs, c'est les techniciens, c'est les agents de laboratoire qui font le développement de demain. Et quand ils ne sont pas capables d'amener leurs enfants à l'école, d'avoir accès à des services de santé, d'avoir accès... En fait, ça grippe pas juste leur propre vie, mais ça grippe le modèle de développement complet de la région parisienne. Quand des cadres moyens partent d'Île-de-France pour aller à Nantes, à Rennes, à Lyon, à Lille, à Strasbourg ou à Toulouse, c'est pas une concurrence aussi spectaculaire que celle des cadres internationaux qui partent à Londres, mais elle fait beaucoup plus de mal à la région parisienne. Donc en gros, j'aurais pu vous poser, vous avez parlé tout à l'heure de la question de la nécessaire solidarité, j'aurais pu vous poser une question sur si on fusionnait la métropole et la région, en agrandissant la métropole, hein, évidemment, pas en rapetissant la région.
est-ce que vous seriez favorable à une intégration fiscale entre les Yvelines, les Hauts-de-Seine et Paris pour partager cette richesse fiscale avec les territoires dans lesquels il y a le plus de leviers de transformation à obtenir? Mais en fait, plutôt que ça, on va peut-être laisser répondre d'abord Valérie plutôt que Pécresse à cette ça, je question. voulais laisser les habitants vous poser les questions. Une minute juste pour qu'elle puisse répondre à cette question. Non, mais bien évidemment, le sujet aujourd'hui, c'est celui de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on guide l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, on a singulièrement très très peu d'outils, quand on est une région, un département, une ville, pour diriger les investissements. Moi, ce qui me frappe, c'est que les autres métropoles du monde, si elles veulent, par exemple, si elles veulent implanter une entreprise à un endroit, elles peuvent dire, écoutez, à cet endroit-là, je fais un dégrèvement de ce qu'on appelle la CVAE, de la taxe sur les entreprises. Par exemple, si vous allez vous installer à l'Est, vous paierez 10% de taxes en moins. Ça, je ne peux pas le faire en tant que région. Or, c'est ce qui permet d'amener les grands investissements. Pourquoi est-ce que Disneyland s'est foutu à Marne-la-Vallée? Pourquoi est-ce que Disneyland a choisi Paris? C'est parce que Jacques Chirac, à l'époque, avait fait la TVA à 5,5 sur les parcs d'attractions. D'ailleurs, je l'ai payé cher, puisque quand j'étais mise du budget, j'ai essayé de la remettre au taux commun. Alors là, on a eu une bronca, ça allait du Puy du Fou jusqu'au Futuroscope, en passant par tous les députés Seine-et-Marnais, et à l'époque, c'était Jean-François Copé et Christian Jacob. Rapidement sur sa question sur l'harmonisation fiscale et sur l'élargissement de la Je ne pense pas métropole. qu'il faille une harmonisation fiscale. Je pense qu'effectivement, il faut une péréquation de ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux. Paris fait de l'enrichissement sans cause. Je suis désolée, mais c'est pas parce que la maire de Paris, c'est pas une question politique, aura construit ou développé des choses dans son mandat que le prix du mètre carré à Paris sera de 12 000 ou 13 000 euros. Donc les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux qui sont payés sur les logements ou les bureaux achetés à Paris, c'est un enrichissement sans cause. De la même façon pour les Hauts-de-Seine avec la Défense. C'est pas le département des Hauts-de-Seine, contrairement à ce qu'il dit, qui a construit au démarrage la Défense. C'est l'État qui a construit la Défense. Donc à partir de ce moment-là, il y a des droits de mutation à titre onéreux qui sont une rente de certains territoires, et c'est singulièrement le cas pour Paris et les Hauts-de-Seine. Alors certes, les deux peuvent dire on a fait une politique d'attractivité, on est aussi responsable, parce que si Paris est belle, si la Défense est prospère, c'est aussi parce qu'on y a mis du nôtre. Oui, sans doute, ça justifie qu'ils en gardent une partie. Mais sans doute qu'il faudrait verser au pot, moi c'est ce que je dis au président de la République, une partie des droits de mutation à titre onéreux des départements les plus riches à un pot commun qui permettrait ensuite de faire des infrastructures critiques. Il n'y a pas que les DMTO, il n'y a pas que les droits de mutation à titre onéreux, il y a tous les budgets des aides sociales, il y a tous les... si on intègre les départements, il y a beaucoup plus que les droits de mutation liés à l'immobilier qui vont circuler entre Hauts-de-Seine, Yvelines, Paris, et Val-de-Marne, Essonne, oui, mais je vous rassure, c'est beaucoup trop Seine-Saint-Denis, disruptif pour être un projet porté par le président de la République. Alors là, je vous le dis très clairement, aujourd'hui, personne ne veut bouger. On ne gagne que les combats qu'on mène. J'essaye. Alors, J'essaye. On va écouter quelques instants de cette vidéo. On va peut-être pas l'écouter en entier parce que nous n'avons pas forcément le temps. Mais donc, une vidéo issue de vos travaux, on peut la lancer. Il va y avoir le Grand Paris, il y a pas mal de constructions qui se font aussi sur Aubervilliers. Il y a des sociétés qui s'installent. Qu'est-ce que ça pourra apporter? Je pense déjà des visiteurs, du commerce, du monde, du mouvement. Puis ça peut élargir justement Paris qui est un petit peu saturé aussi, je pense. La région parisienne, on l'appelle, c'est le Grand Paris, c'est la grande métropole. Et bien qu'on y aille quoi, que sauf si y aille, il faut pas mettre de frein. On en tirera des bénéfices énormes. Quand j'étais petite, en fait, je me sentais assez exclue parce que j'habitais à la campagne assez recluse. Et si le Grand Paris pouvait étendre ses réseaux de transport, ça éviterait à des jeunes comme moi de se retrouver face à des personnes qui nous prennent pour des étrangers alors qu'on habite pas si loin que ça au final. Pour moi, toutes ces villes représentent une opportunité de développement pour le Grand Paris. Justement, c'est des zones de territoire qui sont plus oubliées ou délaissées, en tout cas ces dernières années. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a une belle effervescence de développement. Les choses bougent et elles bougent vite. Moi, j'ai toujours pensé que Villeneuve-Saint-Georges, c'était notre Silicon Valley parce qu'il y a beaucoup de choses. On est à 10 minutes de Paris.
Eh ben, nous, on est là, on a un bassin minier, c'est le bassin du travail. Tout le monde ne peut pas être technocrate, mais nous, on est les petites mains, on part à Paris, on travaille, on revient. Il faut valoriser ce qu'on a. Le Grand Paris, ça ramène plus de convivialité, de propreté, de sérénité. Enfin, après, c'est juste une question de savoir-vivre, quoi. Des nouveaux appartements, des belles maisons, un changement dans l'ambiance de la ville, tout simplement. Je pense que les habitants veulent se sentir en sécurité avec de nouveaux logements et ils veulent une mixité en quelque sorte, que tout le monde soit égaux, blanc, noir, chinois, on s'en fout. Et de créer le Grand Paris, c'est une bonne idée parce que comme ça on essaye de se mélanger un petit peu tous. Si Aubervilliers devient Paris, comment on va faire? Parce que le loyer va augmenter, parce que c'est Paris. Et après, tout va être plus cher. Peut-être qu'il y aura des gens, ils n'auront pas assez à payer leur loyer, parce que là déjà ils ont du mal. Et si ça augmente plus cher, après, je ne sais pas comment ils vont faire les pauvres. Le problème aussi, c'est qu'à Paris, dans les quartiers populaires, j'habite Paris 18e, on est en train d'essayer de virer la population la plus pauvre de Paris pour justement les renvoyer vers le Grand Paris, la banlieue proche, etc. Donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Dans le 18e, je vois vraiment qu'ils essayent de renouveler la population, on va dire. Pour moi, les gens qui vont venir investir, il faut qu'ils pensent en nous. Moi, dans ma tête, je comprends que c'est une stratégie. Ils veulent monter le loyer, ils virent nos parents à Aulnay, parce que Aulnay, c'est pas stratégique, parce que c'est loin. Mais la Courneuve, Aubervilliers, c'est stratégique. Ils veulent mettre les cadres. Les habitants, on est là, mais sans plus. On va rester là et on va subir la transformation. Ces élus, ils travaillent surtout pour l'avenir, peut-être pour le Grand Paris, pour tout ce qui s'ensuit, pour avoir encore plus de monde, pour avoir plus d'argent, mais pas pour nous. On est d'accord pour que le monde évolue, mais chaque ville doit évoluer avec ses habitants. Vitry, ça va devenir Paris bientôt. Ça m'effraie. Le métro, ça m'effraie. Le tramway, ça m'effraie. Puis le fait que ça devienne le Grand Paris. Voilà, ça a bugué. Alors, mais en résultat, la question c'était pour qui et avec qui est-ce que vous faites l'avenir de l'Île-de-France? Merci. Pour qui? Pour tout le monde. Non, mon sujet aujourd'hui, c'est quelle va être la vie demain en Île-de-France et comment est-ce qu'on peut réussir à transformer les villes pour qu'elles redeviennent... Enfin, moi, c'est l'anti-métro boulot dodo. Aujourd'hui, on a une Île-de-France qui s'est déshumanisée. Je crois que le travail demain ne sera plus le même. Moi, je suis une fervente promotrice du télétravail. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de gens qui ne seront pas forcément des salariés, qui seront peut-être des indépendants, qui seront en pluriactivité. Je pense qu'on est une région qui fonde beaucoup son développement, vous l'avez dit, sur la technologie, la singularité de l'Île-de-France par rapport aux autres métropoles d'Europe, c'est que 40% de la recherche française est en Île-de-France. 50% des artistes français sont en Île-de-France. Donc on est une métropole à la fois très artistique, très intellectuelle et qui fonde beaucoup son développement sur des métiers qui peuvent se pratiquer à la maison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je crois, c'est pour ça que je plaide aussi pour une région métropole, qu'il y a un développement réel de la région à bâtir en moyenne et grande couronne, là où les loyers sont encore à peu près décents, là où on peut devenir propriétaire encore. On le voit en Seine-et-Marne où on a une acquisition à la propriété qui flambe, mais on le voit aussi en Essonne, on le voit aussi dans le Val d'Oise, on le voit aussi dans les Yvelines sont très chères déjà, mais on voit aujourd'hui ce développement. Et si on est sur une logique où on aura la fibre et les très hauts débits dans toute l'Île-de-France fin 2020, Seine-et-Marne, le fin fond de la Seine-et-Marne, ce sera plutôt 2022-2023. Mais on aura la fibre, on aura du très haut débit, on aura du télétravail, on ne sera plus obligé de se déplacer tous les jours. On pourra vivre à la campagne près de Paris, élever ses enfants à la campagne près de Paris. Dans cette campagne près de Paris, je dis campagne, dans ces villes de grande couronne près de Paris, eh bien, il faudra amener de la culture, il faudra amener du commerce, il faudra amener la même qualité de service qu'en centre-ville. On peut imaginer de construire, et moi c'est mon projet, une métropole qui soit vraiment à la fois solidaire et équilibrée, mais avec d'autres modes de vie. Et je suis comme vous, je suis très inquiète parce que je vois bien que le cadre moyen aujourd'hui, il y a deux évaporations en Île-de-France, et vous les avez très bien décrites. La première, c'est, allez, on va dire, pour parler... comme la France insoumise, les élites mondialisées qui partent dans toutes les métropoles du monde et on est en concurrence avec les autres métropoles du monde. Et puis on a effectivement le cadre moyen qui, s'il gagne la même chose à Paris, à Nantes, à Bordeaux,
parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui payent pareil, en réalité, qu'on habite à Paris, à Nantes ou à Bordeaux. S'ils gagnent la même chose, ou les fonctionnaires, s'ils gagnent la même chose à Paris, à Nantes et à Bordeaux, eh bien, ils préféreront aller à Nantes ou à Bordeaux ou à Lyon ou ailleurs parce que, en termes de pouvoir d'achat et de qualité de vie, la qualité de vie sera incomparable ailleurs. Donc, on a 2 évaporations, et ces 2 évaporations sont des évaporations de personnes qui feraient la richesse de l'Île-de-France. Donc, il faut les retenir, et pour ça, il faut réinventer un modèle. Et moi, je crois que la banlieue qu'on est en train de reconstruire, il faut qu'on la reconstruise de manière équilibrée. Il faut qu'il y ait du logement social, il ne faut pas de ghetto sans logement social, il faut qu'il y ait du logement intermédiaire, il faut qu'il y ait de l'accession à la propriété. On a aussi un autre enjeu, on a un enjeu pour les jeunes, les garder. On a un enjeu pour les familles, les garder. On a un enjeu pour les retraités, les garder. Mais les garder dans d'autres logements, parce que là aussi, moi je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur ces questions de nouveaux logements, le co-living, l'intergénérationnel, etc. On doit réussir à amener les retraités, peut-être à aller dans d'autres types de logements, plus centraux, et à laisser les logements familiaux pour les familles. Sur la question des logements, il y a quelque chose quand même qui est extraordinaire, c'est que vous parliez tout à l'heure des maires bâtisseurs. Une des raisons pour lesquelles, notamment sur le logement social, y compris dans les villes dans lesquelles il y a plus de 30% de logements sociaux, un des enjeux pour lesquels les maires seraient prêts à se bagarrer pour faire du logement accessible, qu'il soit social ou intermédiaire, mais en gros du logement pour les jeunes et les familles, quoi. Ce serait d'avoir la possibilité de garantir au moins à une part significative de leurs habitants que les logements qui vont être construits là bénéficieront à la commune ou à la commune voisine. Aujourd'hui, le moindre projet de logement social nourrit des fantasmes qui partent de tous les côtés, et les maires ont très souvent des difficultés à résister à ce qu'ils imaginent comme une pression populaire. Comment est-ce qu'on sort de cette impasse-là ? Alors ça, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de réponse... Parce que les habitants, ils attendent ça. Ils attendent des logements à prix réduit. Alors, et compte tenu du déficit accumulé, je refaisais le calcul, on a accumulé en gros 10 ans de production de logement social, on a 10 ans de production de logements à rattraper. Donc même à 90 000 logements par an, il va nous falloir 15 ans pour le rattraper. Donc dans les 15 prochaines années, soit on sacrifie des générations de familles, soit on considère qu'il y a un effort à faire sur le logement à prix maîtrisé. La métropole du Grand Paris est une exception dans toutes les grandes métropoles mondiales. Il y a 33% de logements sociaux dans le cœur et 25% un peu plus à l'échelle de l'Île-de-France. Ce modèle-là, qui permet justement à des classes moyennes, modestes, de rester dans le cœur de Paris, de la région parisienne, est-ce que vous souhaitez le défendre et comment est-ce qu'on le défend aujourd'hui ? D'abord, alors, ça fait beaucoup de questions. J'ai oublié de dire aussi une chose sur Paris, c'est que Paris a fait un choix qui peut être très controversé par rapport aux autres métropoles, c'est de ne pas investir dans des bâtiments de grande hauteur. On pourrait tout à fait imaginer qu'à Paris, sachant en plus effectivement le caractère iconique de Paris, il y ait quelques quartiers avec des tours. Alors pas évidemment dans le cœur historique, mais sur le pourtour de Paris, des logements et de l'habitation en grande hauteur. Parce que le sujet, c'est que toutes les grandes métropoles aujourd'hui, elles acceptent du logement de grande hauteur, y compris du logement un peu de prestige, comme Beaugrenelle par exemple, ou des quartiers comme celui-là. Et bon, on a fait ce choix de ne pas faire de tour à Paris, mais c'est aussi un choix qui explique une partie aussi de l'inaccessibilité des logements dans Paris. Alors pour en revenir à votre question sur le logement social, moi je suis comme vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les quotas d'attribution aux maires ? C'est parce qu'on considère qu'un maire qui a des quotas d'attribution va faire ce qu'on appelle du clientélisme. C'est-à-dire qu'en réalité, comme il va donner le logement, c'est comme s'il donnait un bulletin de vote, votez pour moi. Alors c'est particulièrement vrai effectivement dans les villes d'Île-de-France, qui a un tel mal logement qu'obtenir un logement social, ça vaut reconnaissance. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on n'a pas donné les quotas d'attribution au maire, parce qu'on considère que les quotas d'attribution au maire, le maire va finalement faire du clientélisme local et donner à ses habitants les logements en priorité pour avoir des voix, et puis à ses amis d'abord, et à ceux qui voteront pour lui d'abord, etc. Il fera de la politique avec le logement. La vérité me pousse à dire que c'est pas complètement faux. Je veux dire, quand Anne Hidalgo donne un logement social à Paris, le type qui dit pas merci, qui est quand même pas très reconnaissant. Enfin, je veux dire, un logement social à Paris, ça n'a pas de prix. Ou Patrick Balkany.
Ou Patrick Balkany. Oui, mais lui, il faisait plutôt de la promotion privée, parce que ça rapporte plus aussi. Mais bon, enfin, tout ça pour dire que c'est un sujet, la question du clientélisme local. Mais là où je vous rejoins, et c'est pour ça que je suis très partagée sur cette question, c'est qu'aujourd'hui, on a un paradoxe, et que moi, je dois gérer, et que je trouve vraiment très injuste, c'est qu'on n'a pas de logement social dédié aux travailleurs pauvres d'une commune. C'est-à-dire qu'une personne qui prend un boulot difficile, mal payé, aide-soignante, éboueur, agent d'entretien, etc., ces personnes qu'on a vraiment du mal à trouver et qui vont s'occuper de boulots qui sont absolument cruciaux pour l'équilibre d'une société, eux, ils vont se taper 3 heures de trajet dans des transports effectivement bondés. Ils vont habiter parfois même pas en Île-de-France. Une aide-soignante en Île-de-France, elle fait 3 heures de trajet par jour en moyenne. C'est pas décent. Donc le sujet, c'est qu'effectivement, on aurait envie de dire, mais monsieur le préfet, plutôt que de nous mettre, j'allais dire, des réfugiés statutaires, c'est le cas, des réfugiés statutaires qui arrivent d'ailleurs à tel endroit, est-ce qu'à cet endroit-là, on n'aurait pas intérêt à mettre des gens qui ont un emploi dans cette ville ? De façon aussi à ne pas les mettre dans les transports en commun, parce qu'après on a les transports saturés, mais forcément si les personnes qui travaillent dans la ville doivent faire 3 heures de transport, les transports sont saturés aussi. Donc je dois avouer que moi j'aimerais bien, mais peut-être que ça pourrait être le préfet qui les attribue, sans que ce soit le maire, mais que dans les attributions préfectorales, il y ait une prime pour les personnes qui ont des emplois à petit salaire dans la ville. Moi, ça me paraîtrait logique en termes d'urbanisation, en termes de qualité de vie et en termes de justice. Et j'ajoute que ça permettrait aussi de répondre à une Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui me dit « je ne trouve pas d'aide-soignante en Île-de-France, que ça ne paye pas assez ». Bah oui, mais si être aide-soignante, ça apportait un logement social, ce qui n'a pas de prix en Île-de-France, parce qu'avoir un logement social, c'est avoir un logement à vie. Je vous rappelle qu'on n'a pas de baux dans les logements sociaux. Alors ça, c'est une deuxième question. C'est est-ce qu'on ne devrait pas mettre dans les logements sociaux des baux ? C'est-à-dire qu'en réalité, le problème du logement social, moi je me souviendrai toujours la première fois que j'ai touché du doigt cette question, je visitais des logements sociaux dans ma circonscription et je tombe sur une personne qui venait vider l'appartement de sa mère qui venait de mourir. C'était l'appartement dans lequel il avait grandi. Et il me voit et il me dit « Ah, madame la députée », parce qu'à l'époque j'étais députée, il me dit « Ah, madame la députée, mais justement, je suis contente de vous voir, vous savez, je travaille à tel endroit, machin, c'est l'appartement dans lequel j'ai grandi, est-ce que vous ne pourriez pas me le faire réattribuer ?» Donc non seulement ses parents y avaient vécu 30 ans, mais il aurait bien aimé en hériter. Voilà. Bah oui, mais non, mais ce que ça veut dire aussi sur le logement. Or, ça n'est pas comme ça qu'on devrait concevoir le logement social. Le logement social devrait être un tremplin vers autre chose. Or, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas un pays dans lequel on a fait de l'accession sociale à la propriété une priorité. Et alors, en Île-de-France, vous allez me dire, c'est très cher l'accession à la propriété. Bah oui, mais peut-être qu'on devrait bonifier énormément cette accession à la propriété. Mais tant qu'il n'y aura pas de perspective en sortie de logement social que d'aller dans un logement plus cher, donc de payer plus cher, vous aurez des gens qui resteront à vie dans le logement social. Donc, aujourd'hui, j'allais dire, la production de logement social ne pourra jamais absorber toutes les personnes qui vont demander. D'autant plus que, évidemment, enfin moi en tout cas, j'essaye qu'on fasse des logements sociaux le plus beau possible. Les plus beaux possibles. Si vous allez dans mon ancienne circonscription des Yvelines, où j'ai poussé les maires à construire le logement social parce que je voulais qu'on soit exemplaire, vous ne reconnaîtrez pas le logement social du logement de standing. En tout cas, merci. Pas en façon. Frédéric Gilly. Et donc, pour les faire quitter, les locataires, c'est difficile après. Hein. Même quand ils se mettent à gagner leur vie. J'avais un deuxième registre de questions, parce que vous avez parlé des difficultés de construction, de développement, des difficultés des élus. Là, vous venez de citer un exemple dans lequel l'électeur dans votre circonscription vous avez reconnu. Il veut dire, vous êtes ma députée. Le plus souvent, quand on a... Alors, je ne parle pas de la législative ou des municipales, mais vous êtes présidente du conseil régional d'Île-de-France. Quand on a travaillé au moment de la dernière séquence d'élections pour des conseillers régionaux en 2013-2014, on avait posé à plusieurs reprises dans plusieurs régions de France la question aux habitants s'ils connaissaient leurs conseillers régionaux, ce qu'ils attendaient de la région,
Et il se trouvait que dans à peu près aucune des régions, la façon dont les élus exerçaient leur mandat, c'est-à-dire ils construisaient leur politique d'en haut, un peu de manière isolée, en pensant avoir la bonne direction, sans aucun contact véritable de terrain, sans aucune logique de co-construction, des choses qui se développent beaucoup aujourd'hui à l'échelle des villes, dans certaines, pas dans toutes, mais je dirais dans celles qui sont les plus en avance. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez le sentiment, si je vous dis que les citoyens sont en avance sur les élus et sur le personnel politique, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous tirez de ça? Comment vous réagissez? Alors d'abord, moi je considère que la région, c'est un orchestre de maires. Moi je dois mon élection, je vous l'ai dit, à ces municipales de 2014, qui ont amené des équipes complètement renouvelées dans des villes, et avec un pouvoir de transformation très fort. Donc il y a une vraie dynamique en Ile-de-France liée à ce renouvellement des équipes municipales qui a apporté énormément de mouvements. Vous avez parlé de construction de logements, mais on pourrait parler de développement économique, on pourrait parler aussi de transition écologique, parce qu'aujourd'hui, si vous avez des maires... Dans beaucoup de villes, ça s'est plutôt traduit par une diminution des autorisations de permis de construire. Au démarrage, parce que la plupart des personnes qui ont gagné en 2014 ont gagné souvent contre des projets d'urbanisation de leurs prédécesseurs qui étaient, pardon de le dire, même s'il y a peut-être des architectes qui étaient à l'origine de ces projets, souvent des projets, j'allais dire, assez bétonnés. Voilà. J'ai des tas d'exemples en tête, ça va de Vélizy jusqu'à Aulnay-sous-Bois, mais je veux dire, il y avait des maires qui avaient prévu de construire beaucoup. Et de construire pas forcément que du beau, en tout cas de l'ultra-dense. Et donc il y a eu effectivement, mais c'est humain, des levées de boucliers contre ces projets qui ont permis aux nouveaux maires de la droite et du centre d'arriver. Donc effectivement, ils ont commencé par geler tous les projets de leurs prédécesseurs, mais c'était sur ça qu'ils s'étaient fait élire, c'était le gel de ces projets. Moi, ce que j'ai vu, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit, oh là là, attention, il ne faut pas qu'on devienne une région où il n'y a plus de projets, il faut qu'on rebâtisse. Donc je leur ai dit, vous allez me sortir des projets alternatifs à ces projets-là. Alors ils seront plus verts, ils seront moins denses, il y aura des balcons, il y aura des persiennes, il y aura des toits, ce ne sera pas des cubes de béton avec des petites ouvertures, ce ne sera pas forcément du 100% HLM, mais construisez-moi du logement. Vous devez, de toutes les façons, changer le visage de vos villes. Vous avez été élus, c'est pour en faire quelque chose. Surtout que la plupart de ces villes n'étaient pas forcément des villes très belles. Donc il y avait vraiment une logique de ramener du beau. Donc je les ai vraiment poussés, j'ai mis tout l'argent possible de la région, je donne 4 millions d'euros pour construire des quartiers et j'ai demandé qu'on en construise 100 dans la mandature. Donc 100 nouveaux quartiers devraient être lancés en Ile-de-France sous ma mandature de présidente de région. Donc j'ai vraiment poussé les maires bâtisseurs, je les aide, je les subventionne, je les mets sous perfusion, je leur vends des terrains à prix coûtant pour qu'ils construisent. Donc vraiment je suis à fond sur cette problématique-là. Je n'ai pas répondu à toute la question. Non, en fait, c'était plus sur la pratique politique. Alors, oui, comment est-ce que je me nourris du terrain ? Écoutez, je me nourris du terrain parce que j'essaye d'avoir des conseils qui soient le plus représentatifs possible. Moi, je ne peux pas voir tous les citoyens de l'Île-de-France, il y en a 12 millions. Mais à chaque fois que je définis une stratégie, je la définis en lien avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est le tissu associatif extrêmement dense en Île-de-France. Vous parlez de transport en commun, toute ma politique de transport en commun est co-construite avec les associations d'usagers, ligne par ligne. Et aujourd'hui, vous avez quand même un outil qui me permet de ne pas être forcément tout le temps sur le terrain sans être déconnecté, c'est les réseaux sociaux. Je peux vous dire que non seulement les gens connaissent mon nom, mais enfin en tout cas ceux qui ont quelque chose à dire et qui veulent râler, ils connaissent aussi mon adresse Twitter, voire même mon adresse, c'est assez facile, valérie.pécresse@île-de-france.fr, mon adresse mail. Donc la vérité, c'est qu'un francilien qui veut me toucher, même directement, il peut, en réalité, grâce aux réseaux sociaux, il peut m'envoyer un message. Et par ailleurs, n'oubliez pas le pouvoir des pétitions, etc. Donc on fait énormément de réunions de concertation, de plus en plus, enfin ça rentre vraiment dans les mœurs. Et d'ailleurs, je vais lancer cet été, scoop, le premier budget participatif à l'échelle de la région. Ce qui, je crois, ne se fait pas dans les autres, ce ne s'est jamais fait dans une région. C'est-à-dire que ce qui se fait dans des villes, où on dit aux habitants, vous avez le droit de choisir tel ou tel... D'abord, vous avez le droit de déposer les projets, et ensuite on vous fera voter sur tel ou tel projet. Moi, je voudrais le faire au niveau de la région, et je voudrais le faire dans deux domaines, les transports et l'écologie.
c'est-à-dire les espaces verts et les nouvelles mobilités. Parce que je crois que dans ces domaines, il faut subventionner des micro-projets, mais aussi sur la rénovation du patrimoine. Sur les budgets participatifs, il y a beaucoup de choses à dire. De ce point de vue-là, donc merci pour le scoop, vous avez prévu quoi dans cette annonce-là pour faire en sorte que les publics les plus défavorisés puissent construire des projets, puissent candidater, parce que ce qu'on observe en général, c'est qu'en sortie de budget participatif, on a eu une diversion des fonds vers les publics les plus formés, intellectuels, culturellement connectés et lobbyistes. Et donc en gros, c'est une captation de l'argent public à des fins d'intérêt particulier, assez souvent, tant que... Ah, me dissuadez pas avant. Non, mais tant qu'il n'y a pas des choses qui ont été développées en accompagnement pour permettre aux publics les plus populaires, pour permettre aux territoires les plus défavorisés de se saisir de ces espaces-là pour construire des choses. Mais c'est pareil dans tous les appels à projets. Hein. Et peut-être avez-vous une proposition, vous, issue de vos recherches de fait, il faut aller... Enfin, moi, je pense de toute manière, il faut aller sur le terrain. C'est-à-dire que on n'a pas parlé de développement économique, mais la région parisienne est une région qui, en dehors des grands groupes du CAC 40, est structurée par un tissu de PME extrêmement puissant. Le problème, c'est qu'elles ont vieilli, qu'aujourd'hui, une grosse partie des chefs d'entreprise sont à 5-10 ans de passer la main, que quand on est chef d'entreprise, je le sais, je le suis, on ne se préoccupe pas 5 ans à l'avance de ces questions-là, et il se trouve que c'est 5 à 10 ans à l'avance qu'il faudrait s'en occuper. Et résultat, aujourd'hui, faute de déploiement sur le terrain de tous les organismes, que ce soit les missions d'emploi, que ce soit la banque d'innovation, que ce soit les services déconcentrés de l'État et de la région, au plus près sur le terrain, avec un barnum qui va sur un parking et qui dit tous les premiers du mois, vous venez ici, vous êtes porteur d'un projet ou chef d'entreprise, vous n'aurez pas à faire la queue à n'importe quel guichet, vous aurez des interlocuteurs qui vous aiguilleront. Je pense que les politiques publiques, les services doivent sortir des bureaux et aller au-devant des gens, aller au pied des tours, aller au pied des entreprises, aller au contact direct. Et de ce point de vue-là, sur des initiatives comme celle-là, si on ne va pas au-devant des gens, il y a toute une partie de la population qui ne viendra pas au-devant de la politique. Merci. Une réponse très rapide, après on passe aux questions du public. Alors c'est totalement vrai. Malheureusement, à l'échelle d'une région à 12 millions d'habitants, c'est pas possible d'être tout le temps en prise directe. Alors, je suis obligée de travailler avec des intermédiaires. Et franchement, pour moi, la légitimité des corps intermédiaires est quand même puissante, à condition qu'on accepte de faire entrer des nouveaux entrants. Aujourd'hui, vous avez énormément de nouveaux réseaux d'entrepreneurs, vous avez énormément de nouvelles associations qui se créent. Il faut en permanence les faire rentrer. Mais elles disent quand même des choses, les associations. Alors moi, je pense que je suis quand même une présidente de région qui est sur le terrain énormément. J'ai 8 départements d'Île-de-France. Chaque semaine, je fais au moins 4 départements différents. Et quand je dis au moins, déjà, je suis sur 3 sites, puisque le nouveau siège de la région est à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. L'ancien et l'hémicycle est toujours dans Paris. Et j'habite dans les Yvelines. Donc déjà, j'en fais 3 par jour ou quasi. Mais la vérité, c'est que je me déplace toutes les semaines. Et j'essaye, comme vous, parce que vous avez raison, de faire des salles. Des rencontres. Donc, par exemple, avant de choisir si je passais les lycées au tout numérique ou si je les gardais au 100% manuel papier avec la réforme du lycée, je me suis rendue dans des lycées, j'ai interrogé des lycéens. C'est-à-dire, je leur ai demandé d'abord s'ils avaient des ordinateurs, s'ils n'en avaient pas. Ça m'a permis de faire une cartographie et exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous allez dans un lycée classe moyenne, vous apercevez que le cadeau d'entrée en seconde, c'est un ordinateur. Voilà. Si vous allez dans le lycée de classe supérieure, vous voyez que les parents sont en guerre contre l'ordinateur. Ils veulent des manuels papier parce qu'ils en ont ras-le-bol que leurs enfants passent leur vie sur leurs 14 écrans. Donc, c'est pas le même regard. Dans une classe moyenne inférieure, vous avez l'ordinateur qui est l'outil de promotion sociale. Dans une classe supérieure, l'ordinateur est un outil de déscolarisation, d'intoxication et de surconsommation.
Et si vous allez alors dans des quartiers très très populaires, il n'y a pas d'ordinateur du tout, on est tous sur le petit smartphone, on apprend la leçon sur le petit smartphone avec un écran grand comme ça. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment plusieurs France dans l'Île-de-France. Donc effectivement, vous avez raison, le contact doit être en permanence. Mais moi j'ai quand même un tissu, j'ai fondé toute mon élection sur un tissu de maires. Donc ils passent leur temps aussi à m'envoyer des SMS et des alertes. Par exemple sur CDG Express, c'est mon réseau à la fois d'usagers et de maires qui m'a dit mais CDG Express, ça n'est pas possible, le RERB, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Et donc moi j'avais un capteur, j'ai envie de dire, quand j'ai vu Emmanuel Macron faire un tour de France et entendre des gens l'insulter toute la journée et revenir et dire j'ai pas réussi à renouer le lien avec les Français, je me suis dit il ne sait pas faire de la politique comme nous. Alors après, il s'est fait le grand débat national pour se racheter. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout mais cas. la vérité, c'est qu'on a des capteurs. Merci beaucoup pour cette dernière remarque. Merci à vous, Frédéric Gilly. Vous pouvez rester là, puisque nous passons aux questions du public. Le Grand Paris comporte plusieurs grands projets d'investissement, notamment sur des infrastructures dites structurantes. Mais comment faire pour flécher les futurs marchés correspondants vers le tissu économique local ? Et la personne en question, qui s'appelle Mika, pense notamment aux PME qui n'ont pas toujours la capacité de prendre en charge de tels projets. Alors, moi, sur les marchés publics, l'Île-de-France, c'est quoi ? C'est 1 milliard de commandes publiques par an. Voilà. Chaque année, je fais 1 milliard de marchés publics par an, à peu près, en moyenne. Que ce soit pour la rénovation de mes lycées, que ce soit pour des commandes de formation, que ce soit pour des commandes d'entretien d'espaces verts. Enfin bref, je passe 1 milliard d'euros de commandes par an. Quand je dis jeu, c'est un jeu de majesté, vous l'avez bien compris, je m'excuse, mais je m'incarne tellement dans ma région. Nous passons 1 milliard de commandes par an. Et ce qu'on a voulu, c'est effectivement que ces commandes aillent le plus possible à des PME et le plus possible à des PME locales. Comment est-ce qu'on a fait ça ? Sauf qu'avant d'être en politique, j'étais juge de marché public. Donc je fais très attention, mais je connais aussi la façon de tourner un marché pour faire en sorte que ça profite au maximum à l'emploi local. Donc on a voté ce qu'on appelle le Small Business Act régional. C'est quoi ? C'est en fait tout un règlement qui fait que nos marchés sont des marchés de plus petite taille. C'est des marchés qui sont adaptés à une commande PME. On a ouvert la possibilité aux PME de candidater sur plein de choses. On a raccourci nos délais de paiement, parce que le problème des PME, c'est que quand elles candidatent à un marché qui est un peu lourd, si on leur donne des délais de paiement qui sont ceux des grandes entreprises, elles n'ont pas les épaules pour faire l'avance de trésorerie, donc elles ne candidatent pas. Aujourd'hui, de mémoire, alors je vais peut-être vous dire une bêtise, que je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est à près de 90% des marchés passés par l'Île-de-France sont passés à des PME. Enfin, entre 80 et 90%. Donc ça veut dire qu'on a complètement, puissamment amené les PME à candidater. Alors il y a un certain nombre de ces PME qui sont des filiales de grands groupes, mais ça, on l'a fait. Et Merci beaucoup. Je suis désolé, on n'a vraiment pas le temps. Vous, Frédéric Gilly, vous avez une idée ? Rapidement. En fait, je pense que ça se noue beaucoup sur la façon d'articuler et d'inscrire les entreprises dans leur territoire. Moi, ce que je fais très souvent dans plein de territoires, c'est des rencontres de terrain entre des entreprises et des jeunes des villes ou des territoires, et y compris des très grands groupes. Quand ils ont rencontré en direct, ils ont eu le temps de discuter. C'est pas des bourses de stage, c'est des endroits ou des moments où on crée la possibilité d'une discussion de fond entre des jeunes, leur projet de vie, leur regard sur la vie, et des chefs d'entreprise et des dirigeants d'antennes de grands groupes. Mais je vous garantis qu'une fois que vous avez fait ça, parce que la question de la PME locale, derrière, c'est l'idée aussi de l'embauche de jeunes locaux, de la possibilité de faire des parcours à des jeunes locaux. Et un des principaux freins au parcours des jeunes locaux, c'est que dès que vous avez des antennes de grands groupes dans un territoire, il n'y a c'est complètement coupé du tissu local. Donc travailler sur le terrain à la reconnexion des jeunes d'un territoire riche ou pauvre, c'est pas la question, de la région parisienne, avec les entreprises de leur territoire, grandes comme petites. Merci beaucoup. Une question qui s'adresse spécifiquement à vous, Madame Pécresse, et on a déjà un peu abordé le sujet, c'est Martine qui vous demande d'expliquer en 3 mots la déception de LR aux européennes. 3 mots seulement, que vous devez choisir.
C'est fatigant, hein, j'ai une journée longue. En 3 mots, la déception des LR, occasion manquée. Occasion manquée, ça fait que 2 mots. Disons que ça fait 1. Ah. Une expression. Bon, alors, occasion manquée, obstination déraisonnable, ça fait 2, et absence d'écoute. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Et dernière question pour terminer, qui est un peu plus légère. Comment vous déplacez-vous personnellement en Ile-de-France, puisqu'on a beaucoup évoqué le sujet des transports? Alors, les gens ici présents veulent savoir comment vous vous déplacez. Moi, j'utilise tous les types de transports. J'utilise celui qui m'amènera le plus rapidement là où je veux aller. Personnellement, je suis totalement claustrophobe à force de faire des heures et des heures et des heures de voiture et d'embouteillage. Mais je suis obligée de le faire, j'habite en Grande Couronne. L'autre jour, j'étais à une cérémonie avec Anne Hidalgo à la mairie de Paris sur un hommage aux pompiers. Et son directeur de cabinet, taquin, parce que je suis arrivée en retard parce qu'il y avait du monde sur la route, me dit « ça aurait été plus vite si vous étiez venu en transport en commun ». Et je lui ai répondu « oui, mais après je vais à Provins et hôtel de ville Provins, il n'y a pas encore le métro direct, vous voyez. Et puis ce soir, je rentrerai de Provins à Versailles et il n'y a pas non plus encore le métro direct Provins-Versailles, donc je vais encore me taper 4 heures de voiture et vous voyez, ça me rend toute guillerette, vous voyez. Bon, oui, je fais beaucoup de voitures, mais dès que je peux, je prends les transports en commun. D'ailleurs, j'avais à l'époque mis mon site de campagne à Gare Saint-Lazare pour pouvoir me rendre sur mon site de campagne en train, parce que ça m'arrange. Et puis j'ai mis des nouveaux trains qui sont très confortables, et je vais continuer à en déployer. Et donc, je veux dire, le grand luxe d'un francilien aujourd'hui, c'est d'être près d'un transport en commun direct pour son boulot, confortable. Et précisons que ce soir, vous êtes venu en voiture. Oui, mais parce que je vais ensuite à un iftar, voilà, à l'autre bout de l'Île-de-France. Mais, en tout cas, et puis que j'arrive d'Ivry, où j'ai inauguré une antenne du SAMU social. Mais, par ailleurs, j'ai pas fini, le week-end, je n'ai plus de voiture, ma voiture est à la campagne et je roule en vélo. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Et beaucoup. je veux tripler la pratique du vélo. Mais pour tripler la pratique du vélo en Ile-de-France, il faut un écosystème vélo. Ça nécessite des pistes cyclables, ça nécessite des vélos, y compris électriques, pour ceux qui ont des côtes à monter, parce qu'à Paris-Centre, ça va, c'est plat, mais en Ile-de-France, ça monte et ça descend. Enfin, je sais qu'il y a la montagne Sainte-Geneviève. Bon. Une côte un peu difficile, mais pour les normaliens, mais ça leur fait les mollets. Mens sana incorpore sano. Mais au-delà de ça, je pense que l'écosystème vélo est entièrement à bâtir et il faut qu'on triple l'usage du vélo. Je suis très hostile à la trottinette électrique parce que ça n'est pas bon pour la santé. Et en plus, il n'y a pas de système de freinage intelligent. Et par ailleurs, je pense quand même aux mamans qui ont des poussettes. Voilà. Et aux personnes âgées. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir accepté ce débat. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir accepté notre invitation à débattre. C'était ce soir la dernière conférence de l'année et on vous donne rendez-vous donc l'année prochaine pour de nouvelles conférences ici et à l'ENS. Merci beaucoup à vous.